Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette webconférence consacrée à l'alimentation vivante, détox et vitalité. Alors, je vais vous présenter un petit peu comment va se dérouler cette conférence. Donc, je vais l'articuler autour de 4 axes, dont 3 particulièrement importants. Donc, le premier, c'est un petit peu une présentation par rapport à ce que je vais qualifier d'alimentation vivante ou d'alimentation délétère. Ce sont juste des petites notions pour présenter un peu les choses. Et puis ensuite, nous allons nous consacrer une bonne partie sur la cuisson, les effets intéressants et les effets négatifs de la cuisson. Ensuite, nous allons voir tout ce qui va être cette notion de vitalité et de détox, en quoi l'alimentation vivante permet d'accroître cette vitalité dans notre corps et cette capacité à se nettoyer, à faire de la détox. Et enfin, nous allons passer sur l'aspect concret, c'est-à-dire comment établir une alimentation plus vivante, parce que c'est quand même le but. Pour moi, c'est de transmettre des informations qu'on peut aussi utiliser rapidement, puisque le but c'est de devenir autonome, d'apprendre pour devenir autonome et d'être plus libre. Et puis c'est aussi le but de ce sommet, de ces 15 jours, quand je parle de sommet, de ces 15 jours défi alimentation vivante, d'arriver à mettre en place une alimentation qui soit un peu plus vivante pour permettre à notre corps d'avoir un meilleur état de santé, une meilleure qualité de vie au niveau nutritionnel. Je tiens à remercier Solange pour tout le travail qu'elle a fait pour mettre en place cet événement, parce que c'est beaucoup de boulot. Je suis très heureux, très content de pouvoir y participer. Et pour terminer sur la présentation, donc aujourd'hui, nous sommes mardi 19 mai, je fais cette conférence et juste après, je vais être en chat, en direct avec vous. Donc à partir de 20h, 20h30, je commencerai à répondre à vos questions en direct jusqu'à peu près 21h30. Voilà, et ensuite, une fois que ce chat sera terminé, la vidéo va rester en ligne jusqu'à ce samedi. Et je continuerai à répondre à vos questions, bien sûr pas en direct, pas question par question, mais je me connecterai de temps en temps pour répondre un petit peu aux questions que vous pourrez avoir par la suite, pour les personnes qui n'ont pas pu voir la vidéo en direct ou pour les personnes qui l'ont revue une fois ou deux par la suite et qui ont eu des questions qui sont sorties à la suite de ce nouveau visionnage. Voilà, Solange m'a également demandé si je pouvais laisser la vidéo après en accès libre. Je ne sais pas si je la laisserai en accès public ou si simplement je la laisserai en accès privé pour les personnes qui ont le lien. Je la laisserai de toute façon en ligne. Donc ça c'est clair, hein, je lui ai dit, je la laisserai en ligne. Je réfléchis encore pour savoir si je la laisse en accès public ou si je la mets en accès simplement privé pour les personnes qui auront accès au lien. Voilà, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet de cette conférence. Donc d'abord, comme je vous l'ai dit, cette notion justement de classification alimentaire pour comprendre un peu mieux l'alimentation vivante. Donc je vais comparer la classification alimentaire que je vais vous donner à ce que l'on peut obtenir chez les végétaux, parce que ça parle plus facilement généralement à beaucoup de personnes quand on parle de végétaux, parce qu'on a tous planté une plante, un arbre, fait pousser quelque chose et on a pu voir l'évolution positive ou négative justement, et ça permet d'avoir quelque chose de plus parlant. Donc vous voyez derrière moi, j'ai mis trois termes. Le premier terme, biodynamique. Donc biodynamique, c'est ce qui stimule la vie, qui va permettre à la vie d'être en croissance, en plein développement. Ça, c'est vraiment l'alimentation ou l'environnement, si on se transpose sur les végétaux, qui va être le plus favorable, qui va donc permettre de croître, de se développer très favorablement, d'avoir quelque chose qui se rapproche de la situation optimale. Chez les végétaux, c'est l'environnement, comme je vous l'ai dit, donc c'est d'avoir une terre ou un terreau de bonne qualité, d'avoir également des bactéries qui soient favorables au niveau du terrain pour permettre une symbiose avec le végétal, parce que comme l'homme, les végétaux vivent avec des bactéries en symbiose, d'avoir également un ensoleillement, une humidité, une luminosité, un arrosage qui conviennent, qui soit suffisant, ni trop ni pas assez, qui conviennent. Et là on est dans des conditions qui sont pratiquement optimales et où on se développe favorablement, le végétal se développe favorablement, donc il va croître rapidement, il va avoir des belles feuilles, et surtout c'est là où on voit la bonne santé, c'est qu'il n'est pas malade et qu'il a des beaux fruits.
Ça, c'est très important. La notion de biostatique. Biostatique, c'est une situation où on ne peut pas croître et se développer, on est plutôt dans un état de maintien, de stabilité. Dans ce cas, ce n'est pas encore catastrophique, c'est simplement que l'environnement n'est pas optimal. Donc on ne peut pas produire de manière importante, produire des fruits de très bonne qualité. Donc le végétal, il pourra peut-être produire un petit peu, ou pas, selon l'environnement dans lequel il se trouve, mais il arrivera quand même à vivre, à avoir des feuilles, à être dans un état correct sans être malade. Ça, c'est ce que l'on observe le plus souvent dans la nature, parce qu'en fonction des saisons, du climat, de certains changements, on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Souvent, c'est ce que l'on observe dans la nature. Lorsque nous, on met la main pour intervenir, on peut avoir quelque chose de biostatique, quelque chose de biodynamique. Et souvent, par l'agriculture intensive, on va avoir quelque chose plutôt de biocide. Donc biocide, c'est un environnement qui va détruire la vie. C'est ce que l'on observe quand je vous dis agriculture intensive, par exemple, d'avoir des monocultures à perte de vue, ça fragilise la santé des végétaux. De stimuler aussi la croissance avec des produits chimiques artificiels, on va fragiliser leur santé. De leur mettre des pesticides parce qu'ils sont régulièrement malades ou qu'ils peuvent être atteints d'un certain nombre de parasites ou autres, montre aussi leur état de fragilité. Et par conséquent, on va avoir une situation où l'état se dégrade rapidement. Ça ne veut pas dire que dans la nature, ça n'existe pas. Ça existe, l'environnement qui peut être biocide pour des végétaux, parce que le biotope change, par exemple. Mais par contre, lorsque on est dans cette situation biocide, le végétal, il décline, il va mourir prématurément. Alors que dans l'agriculture que nous avons, nous, on ne se rend même pas compte que le végétal est malade, ou en tout cas qu'il va mourir prématurément, parce que quand on a récolté, on le tue ou on le laisse tranquille. Donc il retrouve, même s'il a été malade, on continue à l'asperger, mais en tout cas on va le faire produire de manière intensive, mais il ne pourra pas produire longtemps. Si vous regardez un végétal dans la nature qui peut produire pendant 15, 20, 30 ans ou plus, en agriculture intensive, ça va être 2 à 3 fois moins la durée de production. Les animaux qui produisent, que ce soit pour du lait, pour des œufs, par exemple, vous verrez que, si vous vous intéressez à la question, qu'ils produisent moins longtemps qu'un animal qui vit dans des conditions normales. Il produira plus sur une courte période, mais il sera tellement fatigué et malade qu'il ne pourra plus produire, il va être malade prématurément. Mais finalement, si vous regardez bien, ce que l'on observe dans l'alimentation humaine aujourd'hui, c'est à peu près la même chose que l'agriculture intensive. On est dans un environnement biocide, une alimentation biocide. Et il faut le dire clairement parce que quand on regarde la population mondiale, que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays en voie de développement, nous pouvons nous rendre compte que c'est biocide parce que de plus en plus de personnes sont en état de surpoids, d'obésité, de plus en plus de personnes sont avec des maladies chroniques, et ceux de plus en plus jeunes surtout. C'est ça qui est grave. C'est là où on voit cette notion d'environnement biocide. L'environnement biostatique et bien sûr biodynamique, c'est là où on va retrouver l'alimentation vivante. Bien sûr, par excellence dans l'environnement biodynamique. Dans l'environnement biostatique, on peut aussi la retrouver parce que l'alimentation, si elle nous tire vraiment vers le haut, va nous permettre de nous maintenir dans un état de stabilité, même si l'environnement autour est relativement mauvais. Bien sûr, s'il y a beaucoup de stress, s'il y a peu d'activité physique, tout ça, l'alimentation permettra de maintenir un état de stabilité. Par contre, si on a une alimentation qui se détériore, qui n'est plus vivante, et là on va décliner rapidement. Et c'est ce que l'on observe aujourd'hui avec les maladies chroniques de plus en plus répandues. Donc ça, c'était vraiment pour moi important pour essayer de vous faire passer ma perception de l'alimentation vivante, bien sûr avec la notion de cru, nous allons le voir en parler avec la cuisson juste après, mais surtout de voir ces degrés. C'est-à-dire que quand on est dans un état pathogène, si on arrive à établir une alimentation qui va être plus vivante, on va pouvoir réévoluer, donc avoir une alimentation qui va être au moins temporairement biodynamique, nous permettre de remonter un petit peu la pente. Et si on remonte vraiment bien, on peut sortir éventuellement de cet état pathogène. Tout le monde ne peut pas sortir de son état pathogène parce que ça c'est très individuel, tout dépend de la situation. Mais en tout cas, l'alimentation, ça c'est une chose, c'est une certitude qui a été prouvée, qui a été montrée par de nombreuses études et de nombreuses observations partout dans le monde. L'alimentation permet d'améliorer l'état de santé d'une personne malade. Ça c'est vraiment important, ou en tout cas de stabiliser
lorsque le problème est devenu irréversible, qu'on est allé trop loin. Donc nous allons entrer, toujours à l'aide de mon petit tableau, nous allons entrer dans la partie, première partie un peu plus importante, la cuisson. Donc la cuisson, je me suis encore servi du tableau parce qu'il y avait certaines choses qui me paraissaient importantes à mentionner. Donc l'aspect favorable-défavorable. C'est vrai que les partisans du tout cru, du crudivorisme, ont du mal à voir l'aspect favorable de la cuisson, l'aspect intéressant. Et c'est vrai que sur le point de vue biologique, la cuisson n'apporte pas de choses géniales, parce que nous sommes comme tous les êtres vivants, comme tous les animaux. Nous sommes censés consommer des aliments tels que la nature nous les fournit, ce qui nous permet d'ailleurs de consommer beaucoup plus facilement des aliments qui conviennent à notre corps, alors que l'artifice de la cuisson et les transformations qu'elle engendre nous permet de consommer des choses que nous ne devrions pas consommer à l'état naturel, enfin c'est même pas que nous ne devrions pas, que nous ne pourrions pas consommer à l'état naturel. Donc ça c'est quand même une notion très importante à avoir. C'est vrai que la cuisson nous a permis d'élargir notre panel d'aliments consommés, notre possibilité d'apporter du plaisir, du goût, des choses comme ça. Mais par contre, la cuisson a aussi un revers au niveau de la médaille, c'est ce que nous allons voir dans les inconvénients au niveau de la dénaturation de l'aliment. Et c'est ça finalement que font ressortir vraiment les partisans du cru. Mais comme nous le verrons également dans la dernière partie, la cuisson peut intégrer une alimentation quand même d'une certaine manière vivante. Il ne faut pas que tout soit cuit bien évidemment, mais ça peut intégrer une alimentation plus vivante. Alors les avantages, les avantages de la cuisson, déjà le goût. Quand nous allons cuire un aliment, nous allons faire ressortir certains goûts que nous percevons pas forcément, ou en tout cas différemment lorsque nous mangeons des aliments crus. Autre bénéfice, quand je parle de bénéfice ou d'intérêt, bien sûr, c'est ce qui est reconnu ou en tout cas recherché par la majorité des personnes qui font de la cuisson, qui utilisent la cuisson. Donc, autre intérêt, c'est un jeu de texture. La cuisson va permettre d'attendrir les fibres alimentaires. Donc, on va avoir un aliment qui est plus tendre. Vous regardez une carotte, vous consommez une carotte crue, une carotte cuite, c'est pas la même chose. La cuisson, au niveau du jeu de texture également, on va faire coaguler des protéines, par exemple. Regardez un œuf cru, un œuf cuit. On n'a pas du tout la même situation au niveau de la texture. Mais on peut avoir joué sur le jeu de texture avec le côté grillé. Le côté grillé qui va être plus croustillant, que l'on retrouve d'ailleurs très largement avec les fritures. Ça, ce sont des choses qu'on va retrouver, qu'on recherche en tout cas, éventuellement avec la cuisson. Les arômes également. La cuisson va libérer des arômes par des modifications chimiques. Et puis enfin, la cuisson, le gros paramètre, c'est l'aspect prédigestion. Puisque, par exemple, les personnes qui consomment des pommes de terre, des pâtes, du riz, on ne peut pas les consommer si on ne passe pas par la cuisson. Ou alors on les fait germer éventuellement. Ça, c'est encore autre chose, puisqu'on n'est plus sur une graine. Mais le grain de riz en tant que tel, à l'état brut, on ne peut pas le consommer, le manger comme ça. Même vous prenez une pomme de terre, vous croquez dans une pomme de terre, je ne suis pas sûr que vous allez trouver ça très très sympa. La cuisson va permettre de faire une prédigestion des glucides, donc cette grande chaîne, ce qu'on appelle amidon, qui est une chaîne de glucides complexe, et la cuisson va permettre de faire ce qu'on appelle une hydrolyse, donc de couper cet amidon en parties plus courtes, et de permettre justement que ce soit plus tendre et qu'on puisse le consommer plus facilement. Donc la cuisson va jouer sur tout ça. Et puis un dernier point que je n'ai pas noté, c'est la chaleur, c'est-à-dire que quand il fait froid l'hiver, on va rechercher la cuisson pour le côté réconfortant au niveau de la chaleur. C'est vrai que nous vivons particulièrement sous nos latitudes, en France, sous des latitudes où il fait quand même froid l'hiver. Et quand il fait froid l'hiver, beaucoup de personnes recherchent la cuisson pour justement se réchauffer. Et c'est ça aussi qui est beaucoup recherché par la cuisson, c'est le côté chaleur. Le côté chaleur, surtout quand il fait froid. Donc il y a toute cette notion-là. Et puis certaines personnes ont des difficultés à manger des aliments crus et ils préfèrent cuits. Donc là, c'est encore la notion de modification de texture, de digestion, de prédigestion que l'on va retrouver. Maintenant, les inconvénients. Alors les inconvénients, vous voyez, ça prend pas mal de place.
La destruction. Alors, la destruction, vous en avez sûrement entendu parler si vous vous intéressez un peu au cru, au cuit. Bien sûr, destruction, la première destruction qui apparaît, c'est la destruction enzymatique. Donc les enzymes, ce sont des protéines actives qui vont permettre d'avoir un rôle au niveau de l'aliment, au niveau cellulaire des aliments. On retrouve ce rôle par exemple dans la prédigestion. C'est vrai que ça va jouer dans la digestion alimentaire. Parce que le produit est à l'état cru. Lorsqu'il est cuit, dès qu'on passe 42-45 degrés, on commence à dénaturer les enzymes. Et à 70 degrés, toutes les enzymes sont détruites. Il n'y a plus de vie, ce que l'on appelle de la vie dans l'aliment, il n'y a plus de vie dans l'aliment. Les vitamines. Première vitamine à être affectée par la chaleur, c'est la vitamine C. Dès 60 degrés, elle commence à être transformée, à être oxydée. Et plus on augmente la chaleur, plus la durée de cuisson est longue, plus la destruction vitaminique est importante. Donc encore une fois, c'est vrai que les cuissons douces, si on cuit à 80 degrés, on garde une certaine quantité de vitamines. Si on cuit au four pendant 1 heure, il ne va plus rester grand chose, il faut être clair. Après, on continue à augmenter, on va avoir les vitamines du groupe B qui commencent à se déstructurer à partir de 80-90 degrés. Alors pas toutes, il y en a qui tiennent très bien, mais la majorité commence à être transformée et détruite à partir de 80-90 degrés. Au-delà de 100 degrés, quand on passe l'ébullition, une bonne partie des vitamines est détruite quand on cuit au-dessus de 100 degrés. C'est-à-dire que la cocotte minute, par exemple, le four, ce sont des choses qui ne sont pas géniales au niveau vitaminique. Si on continue à monter, au-delà de 110 degrés, ce sont les vitamines grasses, vitamine A, D, E ou encore la vitamine K qui vont être oxydées. Ça, c'est au niveau de ce que va apporter vraiment la vie dans l'organisme. Après, les nutriments qui permettent à notre corps aussi de fonctionner, donc les sels minéraux. Là, on rentre dans la deuxième partie, les pertes de sels minéraux. La perte en sels minéraux, elle apparaît parce que la chaleur va modifier la structure de l'aliment, des complexes qui permettent de fixer les sels minéraux, et on va avoir ce que l'on appelle une flocculation, comme si on avait, on pourrait dire, des grumeaux qui se forment, et que ces grumeaux ne vont pas être assimilables correctement. Donc cette flocculation, elle apparaît principalement lorsqu'on dépasse 90-100 degrés, elle commence à apparaître généralement au-dessus de 100 degrés. Donc c'est vrai qu'on va perdre forcément en capacité, puisqu'on aura un aliment qui contiendra déjà moins de sels minéraux assimilables et utilisables. Forcément, on va encore accroître cette perte globale nutritionnelle, après les vitamines, les enzymes, les sels minéraux. Et puis enfin, dernier grand point, c'est la formation de corps toxiques. Alors vous voyez dessous, j'ai marqué HeatTox. Donc HeatTox, en fait, c'est un projet européen qui a été réalisé il y a quelques années sur l'étude des molécules toxiques produites par la cuisson. Donc on peut retrouver les goudrons, la choléine, etc., l'acrylamide, un certain nombre de molécules toxiques. Ils en ont étudié plus de 800. Les scientifiques ont étudié plus de 800 molécules créées par la cuisson. Et ils en ont identifié, on va dire, entre 5 et 10% qui sont cancérigènes ou potentiellement cancérigènes. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller sur internet, vous tapez HeatTox, projet HeatTox, et vous trouverez de la documentation, des informations là-dessus. Toujours par rapport à ça, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les molécules, bien évidemment, je vais parler que de 2-3 molécules, mais concrètement, la chaleur va modifier la structure des nutriments, donc des glucides, des protéines et des graisses. Donc les glucides peuvent se fixer avec des protéines, ce que l'on appelle des réactions de Maillard, les corps de Maillard. Ces corps de Maillard, c'est ce que l'on retrouve par exemple lorsque vous avez le côté grillé sur du pain. Dans la croûte du pain, ce sont les corps de Maillard qui sont formés. Après, ça devient du goudron, après ça devient du carbone, carrément quand ça cuit trop, mais au début c'est ça. Donc ça, c'est déjà toxique. C'est toxique tout simplement parce que notre corps est incapable de digérer ces corps de Maillard. Les corps de Maillard, une fois qu'ils sont formés, ils rentrent dans notre corps ne peut plus les digérer, il n'a pas un équipement, il n'est pas génétiquement adapté pour faire cette digestion. Malheureusement, donc, ces corps, dans le meilleur des cas, peuvent transiter et être évacués par les selles, et dans le moins bon des cas, c'est pénétrer dans le sang par la membrane intestinale, par la barrière intestinale,
et finalement se retrouvent en circulation dans le sang. Donc ce sont des composés qui sont toxiques dans le sens où ils ne servent à rien, ils vont encrasser l'organisme et ralentir ses capacités de fonctionnement. Donc s'il y en a trop, forcément, on va altérer l'état de fonctionnement de notre corps, altérer certaines fonctions. On va retrouver également, bien sûr, tous les goudrons, hein, quand c'est carbonisé, donc ces goudrons qui sont issus soit des glucides, soit des fibres alimentaires qui sont des glucides également, soit des graisses qui se transforment. Là, on va obtenir des composés qui sont très toxiques également, qui sont cancérigènes. On vous a sûrement parlé déjà, vous avez entendu parler en tout cas, du barbecue. Cuisson au barbecue, qui n'est pas une très bonne cuisson, même si en Europe, on fait des cuissons qui ne sont pas exactement aussi carbonisées qu'on le retrouve en Amérique du Nord. D'une manière générale, la cuisson au barbecue, quand on commence à voir le côté noir qui apparaît, c'est pas génial. Parce que ce sont des produits qui sont quand même très toxiques. Et puis, on a d'autres produits qui se forment avec des glucides, des protéines aussi, qui sont des composés qu'on appelle cycliques ou hétérocycliques, et qui sont très toxiques également, qui sont cancérigènes. Donc je ne vais pas rentrer après dans le détail, comme je vous ai dit, de savoir ce que ça va avoir comme influence globale, mais ces produits-là, lorsqu'ils sont assimilés, ils vont pénétrer dans notre corps, pas tous, mais une partie va pénétrer dans notre corps, va encrasser nos tissus, parce que notre corps ne pourra pas les neutraliser ou les évacuer suffisamment vite. Donc cet encrassement, il va se faire petit à petit, et puis plus on avance, plus les tissus sont encrassés, moins ça fonctionne bien. Et puis surtout, c'est qu'ils vont pouvoir aussi altérer le fonctionnement, altérer l'état de nos tissus, c'est-à-dire qu'une cellule, si elle reçoit certains poisons vont se fixer sur des protéines. Les protéines actives, les enzymes de notre corps sur lesquelles vont se fixer, ne pourront plus être actives. Donc on va affaiblir nos capacités de fonctionnement aussi par leur présence. Et enfin, il y a certaines substances qui sont cancérigènes, qui vont avoir une influence altérer notre fonctionnement au niveau de notre génétique. Et c'est là le plus problématique, c'est que si on entretient trop la présence de ces substances cancérigènes, on va bien sûr altérer notre patrimoine génétique parce que ces molécules, ces produits, pour un certain nombre d'entre eux, sont oxydants. Et notre corps lutte, quand on parle d'antioxydants, on lutte contre ça. Et le fait d'avoir trop de produits oxydants dans notre corps finit aussi par altérer nos tissus et entre autres altérer notre patrimoine génétique. Donc voilà pourquoi la cuisson peut poser un certain nombre de problèmes. Et puis quand on monte bien sûr en cuisson, une cuisson au four ou à la cocotte minute pendant un quart d'heure, 20 minutes, ou au four pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, vous n'avez plus rien de nutritif. Concrètement, il n'y a plus rien de nutritif. Et vous comprenez peut-être en voyant un petit peu ces notions, cette détérioration que peut apporter la cuisson, pourquoi des personnes qui consomment beaucoup de produits cuits, beaucoup de produits industriels, finalement, ont un état de santé qui se dégrade souvent très vite. Après, il y a toujours une capacité génétique, il y a des gens qui sont très robustes, d'autres beaucoup moins, mais d'une manière générale, on va voir cette notion, cet état de santé qui va décliner rapidement avec la cuisson et surtout, quand je parle de cuisson, surtout les produits qui sont très cuits, les produits industriels. C'est particulièrement mauvais. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir peur, parce que je vous présente ça, la cuisson, bien sûr, altère d'une manière générale notre état de santé, mais c'est pas parce qu'on cuit qu'on va forcément avoir une réaction catastrophique de notre corps. Pour parler de la cuisson, il y a pas mal de décennies de cela, un scientifique avait étudié la réponse immunitaire de l'organisme à la suite de l'ingestion d'aliments. Et il avait remarqué que lorsqu'on mangeait du cru, on avait une réaction qui était nulle. Notre corps ne se défendait pas vis-à-vis du bol alimentaire. Lorsqu'on était sur une cuisson vapeur, cuisson basse température, généralement, cuisson douce, il n'y avait pas ou très peu de réaction, ce qui montre que la dénaturation du produit était encore très faible. Et puis en allant un peu plus loin, en cuisant à plus haute température, en utilisant la cocotte minute, utilisant éventuellement le four,
on voyait que l'impact de la cuisson sur notre corps, sur la réaction immunitaire, donc réaction de défense vis-à-vis des produits toxiques qui pénètrent dans notre corps, était de plus en plus importante. Et quand on mettait du cru avant de manger du cuit, on atténuait cette réaction de défense. Ce qui montre bien que le cru représente cette alimentation vivante qui va permettre à notre corps de mieux fonctionner et qui va également atténuer l'impact néfaste des produits toxiques contenus ou formés en tout cas dans les aliments cuits. Grâce entre autres aux fibres alimentaires qui vont permettre de capter, de piéger un petit peu ces nouvelles molécules et de les entraîner dans les selles plutôt que de les laisser passer par la barrière intestinale. Donc ça c'est vraiment une notion importante, c'est que bien sûr la cuisson c'est pas l'idéal, c'est pas ce qui convient dans l'idéal à l'être humain. Maintenant on peut consommer quand même du cuit tout en ayant cette notion d'alimentation vivante, parce que l'alimentation vivante c'est pas uniquement de dire je mange du cru ou je mange du cuit, non, c'est l'ensemble de l'alimentation, et d'ailleurs c'est le thème de cette quinzaine, c'est d'avoir une alimentation plus vivante. Donc d'intégrer du cru et de faire en sorte que son alimentation, dans sa globalité, soit de moins en moins altérée pour qu'on progresse et on ait une qualité alimentaire qui soit plus intéressante et donc une alimentation plus vivante d'une manière générale. Nous allons passer maintenant sur l'autre grand point, l'autre grand thème qui était dans le titre de cette conférence, détox et vitalité. Alors en quoi l'alimentation vivante permet d'améliorer nos capacités de détox et de vitalité? Donc là je vais parler un tout petit peu de biologie. Donc de biologie pour vous ramener peut-être à vos cours de sciences naturelles ou de biologie selon comment on les appelait lorsque vous aviez fait, lorsque vous étiez à l'école. On vous a sûrement parlé que le corps humain est composé de milliards et de milliards de cellules et que ces cellules, elles fonctionnent toutes de la même manière. Elles ont certaines spécificités, mais quand je dis elles fonctionnent toutes de la même manière, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de nutriments pour fonctionner, donc de vitamines, de sels minéraux, d'eau, de glucides, donc de glucose, glucides simples, glucose principalement, d'acides aminés, d'acides gras, d'oxygène. Principalement ça va être ça, antioxydants, mais en gros voilà, principalement c'est ça. De l'autre côté, elles ont besoin, pour vivre aussi dans de bonnes conditions, c'est d'évacuer les déchets qu'elles produisent. Donc principalement c'est du gaz carbonique, mais il peut y avoir un certain nombre de déchets qu'elles produisent et qui doivent être évacués dans la lymphe, puis dans le sang. Et pour que tout se passe bien, il faut que l'environnement dans lequel baignent nos cellules, donc la lymphe et le sang, ne soit pas trop chargé en toxines pour que les cellules justement puissent libérer leurs toxines dans ces fluides et que ces toxines puissent être amenées jusqu'aux organes excréteurs et ensuite être évacuées de l'organisme. Ça c'est pour faire un résumé assez simple du fonctionnement de l'organisme. Si nos cellules sont trop encrassées ou ont trop de substances encrassantes autour d'elles, dans le sang, dans la lymphe, ou qu'elles ne reçoivent pas les nutriments indispensables à leur vie, à leur fonctionnement par le biais de l'alimentation, elles vont fonctionner au ralenti. Voilà, tout simplement. Donc, notre corps s'encrasse parce que, je vous ai expliqué la cuisson, parce qu'on a trop de substances qui pénètrent dans l'organisme à cause des aliments cuits, on n'a plus assez d'éléments nutritifs et par conséquent, les cellules fonctionnent moins bien. Quand on s'oriente vers une alimentation plus vivante, proportionnellement, on réduit les toxines issues de l'alimentation par la cuisson et on va augmenter l'aspect nutritionnel. On va augmenter la qualité nutritionnelle, la valeur nutritionnelle du repas. Forcément, on va voir tout de suite un résultat, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de boulot au niveau digestif pour essayer de neutraliser toutes ces toxines qui peuvent arriver. Notre corps va utiliser son énergie pour faire d'autres choses. Faire d'autres choses, c'est bien sûr le nettoyage interne, mais une fois qu'on a trouvé un état de stabilité, cette énergie elle peut être attribuée à vos activités externes. Activité physique par exemple, activité intellectuelle. Cela veut dire que l'alimentation vivante va vous permettre d'augmenter votre état de vitalité. Vous allez avoir l'impression d'avoir plus d'énergie. Et pas plus d'énergie artificiellement en prenant des stimulants comme des cafés,
à longueur de journée, plus d'énergie parce que votre corps vous laissera avoir naturellement plus d'énergie. Vous donnera l'opportunité d'avoir plus d'énergie, de libérer plus d'énergie. Donc c'est ça qui est très intéressant. Au niveau de la détox, que se passe-t-il? Eh bien on va être sur le même phénomène. C'est-à-dire que c'est un peu le principe des vases communicants. Plus votre corps a de boulot à faire pour faire son nettoyage par ce qui arrive par les intestins, donc par l'alimentation concrètement, ce qui pénètre dans le corps, moins vous pourrez avoir de capacité de fonctionnement à long terme et plus votre corps va s'encrasser. Parce qu'on ne va pas pouvoir en même temps neutraliser ce qui arrive par les intestins et permettre d'évacuer les déchets qui sont présents dans les cellules. C'est les vases communicants. Moins il y a de toxines et de produits toxiques qui arrivent par les intestins, plus notre corps va pouvoir se consacrer à d'autres choses. Et donc cet effet de détox, c'est celui-ci, c'est ce que l'on observe, c'est-à-dire qu'il y a moins de substances qui pénètrent dans le sang, par l'intestin, par l'alimentation, moins de substances toxiques. Donc notre corps va pouvoir libérer plus facilement les toxines qui sont présentes dans les cellules et les toxines qui ont été stockées à divers endroits. Je pense principalement tissu adipeux, articulation, pour certains pesticides ou alors pour l'acide urique ou d'autres cristaux acides qui se sont fixés dans les articulations entre autres. Et nos organes excréteurs, foie et reins en première ligne, mais on peut observer aussi la peau, les poumons, vont pouvoir augmenter leur travail vis-à-vis de ce qui est en interne. Et donc par conséquent, on va avoir un effet de détox. Alors comment est-ce qu'on observe cet effet de détox? Tout simplement parce qu'on va avoir la langue qui va être un peu plus chargée. Ça c'est un paramètre de la détox. On va avoir les urines qui vont être peut-être un peu plus foncées ou plus acides. Après ça dépend de l'état dans lequel on est. Quand on est bien chargé, les urines elles restent très acides. Mais en tout cas, elles peuvent un peu plus se charger, devenir un peu plus foncées. On va voir éventuellement la laine qui peut devenir un peu plus forte. On pourra observer, pourquoi pas, au début de cette phase de détox, de changement alimentaire, si la transition est un peu rapide, un peu brutale, des petits maux de tête, caractéristiques d'un état de sevrage au niveau du système nerveux, libération des toxines. On va observer éventuellement des choses au niveau du sommeil. Sommeil, des fois, il peut être un peu plus agité ou un peu plus calme, un peu plus réparateur. Ça, on peut voir ça en fonction de la situation générale. On peut observer le rythme cardiaque. Si le corps était en gros surmenage, on peut voir que le rythme cardiaque va se calmer un petit peu. Ou alors, au contraire, si la détox augmente fortement, si la transition alimentaire a été un peu brutale, on peut voir le rythme cardiaque qui augmente un peu. Temporairement, c'est toujours temporaire, mais on voit ces étapes-là. Il y a d'autres symptômes, on pourrait regarder les cheveux. Les cheveux avec les pellicules, par exemple. Personnes qui ont beaucoup de pellicules pendant une période, on est dans une phase de détox localisée. Et quand on change l'alimentation, on peut voir cette phase de détox s'accroître. Encore une fois, temporairement. Donc je ne vais pas faire une conférence sur la détox, mais c'est ce phénomène-là, par le soulagement apporté au niveau des organes excréteurs et au niveau de l'énergie accaparée pour neutraliser ce qui arrive par l'intestin, par la voie intestinale, on va permettre finalement à notre corps de se concentrer sur autre chose pour travailler. Et cette autre chose, c'est la détox. Et une fois que le travail de détox a été fait, que le gros travail de détox a été fait pour les personnes qui en ont besoin, personnes qui n'en ont pas besoin, ça ne se sentira pas. Donc on va voir la vitalité qui va augmenter. Donc les personnes qui n'en ont pas besoin, on ne va pas trop voir cette phase de détox où des fois on se sent un peu moins bien, ça brasse, ça travaille. On va tout de suite voir la vitalité augmenter. Donc avoir l'impression d'avoir plus d'énergie, avoir l'impression de récupérer plus efficacement, plus rapidement. C'est en cela donc que l'alimentation vivante nous permet réellement d'agir sur la détox de notre corps et sur la vitalité de notre corps. Donc nous avons tout intérêt à nous orienter vers cette alimentation plus vivante. Après, le choix d'aller vers une alimentation crue intégralement, ça c'est personnel. Et comme nous allons le voir, c'est en fonction de notre capacité à la supporter. Mais dans tous les cas, même sans aller dans l'intégrale crue, le but c'est d'augmenter un petit peu son cru. Moi si je vous donne un exemple personnel,
il y a 10 ans, 15 ans en arrière, je mangeais modérément du cru. J'en ai toujours un peu mangé parce que ma mère faisait des salades, me donnait de la salade et tout à manger. Donc j'avais quand même des légumes, je mangeais quand même des fruits, j'ai toujours aimé ça, mais j'en mangeais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne peux plus concevoir un repas sans manger du cru. Je ne peux plus concevoir un repas, si vous préférez, même si j'ai du cuit, même si je suis chez les amis, sans salade, par exemple. Je ne peux pas concevoir une journée où je ne peux pas manger un fruit ou deux, minimum. J'en mange généralement bien plus, mais minimum, sauf dans le cas où je décide de ne pas manger. Parce que je suis pas bien, je suis malade, ou je veux me mettre en jeûne volontairement. Mais sinon, je ne peux plus concevoir un repas. Je ne peux plus concevoir mon alimentation sans avoir du cru, une bonne quantité de cru. C'est devenu, j'ai envie de dire, nécessaire. C'est vraiment devenu nécessaire. C'est vraiment pour ça qu'il faut apprendre à changer ses habitudes, pas forcément brutalement, mais apprendre à changer ses habitudes pour ressentir ce que votre corps vous dit, ce que notre corps nous dit, et les besoins qu'il a de recevoir des éléments de ces aliments crus. On en ressent finalement un besoin, pas une addiction, un besoin. C'est là la différence entre le fait de vouloir consommer du cuit et de dire je ne peux pas manger autre chose que du cuit, où là souvent on est sur un phénomène addictif par rapport à un certain nombre de transformations qui sont créées dans les aliments, alors que quand on est sur du cru, on est sur une alimentation qui va être plus apaisante pour le système nerveux, et c'est un besoin physiologique, un besoin de nutrition, un besoin nutritif qui va ressortir. Et on ressent d'ailleurs la différence, c'est que l'effet addictif peut ressortir au début, quand on fait une transition brutale, par un effet de sevrage, fringale, petit maux de tête par exemple. Il peut y avoir d'autres choses, mais des effets de sevrage que l'on n'observe plus avec le cru. Même si on n'a pas de cru pendant un petit moment, on va ressentir l'effet désagréable stimulant du cuit éventuellement, mais on n'a pas cet effet de sevrage par rapport au cru. C'est là où on voit toute la différence entre l'effet stimulant, excitant, artificiel, créé par des molécules toxiques ou des molécules stimulantes naturellement présentes dans l'aliment, et le côté apaisant par l'effet naturellement calmant des aliments crus. Donc après, c'est de trouver un équilibre, un juste équilibre pour progresser. C'est toujours cette notion de progresser. Là, je suis en train de basculer déjà dans la dernière phase, la dernière partie de cette conférence, de progresser de l'alimentation que vous avez, quelle qu'elle soit, vers une alimentation qui puisse être plus vivante. Une alimentation qui soit plus vivante, donc avec plus de cru, moins de cuisson à haute température, moins de produits industriels, et qui permet de progresser et d'avoir pourquoi pas aussi des périodes où vous insérez des graines germées, des graines, des noix, des fruits oléagineux trempés qui vont avoir un effet stimulant mais naturel. Et pas un effet stimulant artificiel, boum, ça monte et puis après ça descend. Et le problème c'est que c'est là où on ressent l'effet addictif et l'effet de sevrage. Donc pour poursuivre sur cette dernière partie, donc le concret, c'est-à-dire comment on fait avoir une alimentation plus vivante. C'est bien, mais comment on fait? Parce que moi je veux avoir une alimentation plus saine pour moi, pour ma santé, pour mes enfants, mais je ne me vois pas consommer que du cru, ou alors j'aimerais consommer que du cru, mais je ne me sens pas d'y arriver, ou aujourd'hui je n'y arrive pas. Alors déjà c'est pas grave de ne pas y arriver, le but c'est de savoir ce que vous voulez faire. Vous êtes ici aujourd'hui, votre niveau alimentaire il est à ce niveau-là, vous aimeriez arriver ici, c'est votre objectif, c'est très bien, c'est excellent d'avoir un objectif. Maintenant il faut simplement être objectif, être honnête, vous n'êtes pas ici, vous êtes ici à ce niveau-là. Vous n'êtes pas capable d'être à ce niveau-là durablement. Le but, c'est de progresser pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Et cette progression, elle va pouvoir se faire parce que vous êtes à l'écoute de votre corps et vous essayez d'avancer, vous essayez d'établir une alimentation qui convienne, qui soit le plus convenable pour vous par rapport au moment. Alors, quels sont finalement les limites, les blocages? Parce que c'est ça qui pose le plus de problèmes. Les blocages, déjà, on va avoir des blocages qui sont physiologiques. Ce que j'appelle un blocage physiologique, c'est par exemple une personne qui a un intestin qui est inflammé. Un intestin inflammé, c'est un intestin qui va être douloureux régulièrement. Si vous mettez trop de cru ou trop de fibres dures, par exemple les fibres des fruits, généralement si vous enlevez la peau,
elles sont pas trop dures, hein. Pas forcément pour tous les fruits, mais pour un certain nombre de fruits. Donc les fruits, les fibres des fruits hors peau sont des fibres plutôt tendres. Les fibres des légumes fruits comme la courgette, le concombre, pareil, hein, la courge sont des fibres assez tendres. Par contre, les fibres de la carotte, des fois la betterave, sont très coriaces. Donc les personnes qui veulent aller là-dessus vont des fois avoir des gènes au niveau de l'intestin. Donc si vous sentez qu'il y a un état douloureux parce que vous mangez trop de cru, ben, réduisez un peu la quantité de cru. Ça peut se faire. On peut également dire, moi, les carottes, la betterave, ben, je vais me faire de temps en temps un jus. Parce qu'un jus de carotte, ben, vous aurez la carotte crue, quand même. Et ça peut permettre d'arriver à avoir un certain équilibre pour ne pas malmener ses intestins. Parce que si vous malmenez vos intestins et que votre intestin est inflammé et que vous continuez à maintenir un état d'inflammation parce que les fibres frottent, c'est un peu comme si vous prenez une éponge côté grattante et vous avez une blessure et vous frottez dessus avec le côté grattant. Je peux vous garantir que ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas vous plaire du tout. Donc le but, c'est pas de faire cette chose qui est désagréable. Le but, c'est vraiment de permettre à votre corps de récupérer, de réparer son intestin. Et puis quand l'intestin sera réparé, ben, vous pourrez augmenter votre quantité de cru. C'est pas un problème. Mais ne brûlez pas les étapes, faites les choses dans l'ordre. Et les choses dans l'ordre, c'est pas ce que vous avez dans la tête par rapport à ce que vous avez lu, vu ou entendu, même au cours d'une conférence, aussi jolie, aussi magnifique soit la présentation de cette conférence. C'est d'être à l'écoute de votre corps. Seul votre corps peut vous dicter l'état dans lequel vous êtes et vous donner les informations précises. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que si vous voulez faire du cru ou orienter votre alimentation vers une alimentation plus vivante, c'est vraiment d'être conscient que votre corps va vous donner les informations de ce qu'il tolère, ce qu'il ne tolère pas. Donc, faites l'expérience, voyez comment votre corps réagit. Comme je vous l'ai dit, il y a un certain nombre de symptômes qui peuvent apparaître, qui sont des symptômes de détox. Par contre, ces symptômes ne doivent pas être présents pendant des mois et des mois. S'ils sont présents pendant des mois et des mois, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voyez un mieux, puis d'un seul coup que ça redécline, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, il doit y avoir soit une amélioration, on se sent mieux, on a plus de pêche et tout, et ça doit être durable. Soit on a une phase où on se sent un peu moins bien avec des symptômes qui sortent, phase de détox, et puis ensuite ça remonte et on se sent mieux. Et après on doit avoir un état de stabilité. Ça ne veut pas dire ne jamais être malade une semaine, hein. Ça veut dire avoir un état de stabilité où vous êtes en bonne santé, vous êtes bien. Si vous êtes bien et que d'un seul coup, ça décline, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense à ça particulièrement avec les personnes qui consomment des grandes quantités de jus. Les grandes quantités, le jus, ça peut être très intéressant. Moi, je ne suis pas un fan de parler du jus en consommation quotidienne, mais ça peut être intéressant. Le souci, par contre, c'est les personnes qui consomment des grandes quantités de jus. Il faudrait imaginer que vous devriez consommer en jus, nous devrions, hein, je m'inclus dedans, les quantités que nous serions capables de manger directement. Parce que ces quantités-là, nous sommes capables de les digérer. Si nous consommons 3 fois 1 litre de cru dans la journée, de jus, dans la journée, ça fait quelle quantité en végétaux? C'est phénoménal. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui ont une amélioration, puis après une dégradation en étant dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans cette situation, mais un certain nombre de personnes qui passent dans les jus de cette manière-là. Parce que les jus, certains entendent « Ah, c'est miraculeux, c'est génial ». Oui, ça peut être génial. Ça peut être des résultats vraiment fantastiques. Mais, toujours un mais, faites-le de manière à ce que vous puissiez les tolérer. Et ça, pour moi, ça rentre aussi dans la notion d'alimentation vivante, c'est que si vous consommez le meilleur aliment qui soit, vous avez l'alimentation vivante par excellence, mais vous ne digérez pas ce que vous consommez, ben vous perdez les bénéfices de votre alimentation. C'est pour ça que l'alimentation vivante, pour moi, c'est pas uniquement le cru. C'est ce que j'ai voulu faire passer en donnant ces notions de biodynamique, biostatique, biocide. C'est-à-dire que si vous consommez trop de jus de fruits, par exemple trop de fruits, que vous ne digérez pas ce que vous consommez, même trop de légumes, trop de jus de carotte, tout ça, que vous ne digérez pas tout ça, ce que vous ne digérez pas dans l'intestin, ça fermente. Vous avez observé sûrement chez vous l'été des figues, des raisins qui sont des fruits assez fragiles quand il fait quand même chaud. Et si vous sentez un peu l'odeur qu'ils ont, ça a une odeur d'alcool. Cette odeur d'alcool, c'est la fermentation naturelle du produit, des glucides. Dans notre corps, c'est l'été tropical en permanence, 37 degrés, beaucoup d'humidité, et en plus on a les bactéries dans l'intestin.
Et bien si vous ne digérez pas correctement, que votre corps n'arrive pas à assimiler correctement ces glucides, et bien ça va fermenter. Et tout ce qui va fermenter, c'est de l'alcool. Et l'alcool, c'est pas une alimentation biodynamique, c'est pas une alimentation vivante. L'alcool, c'est biocide. Mettez-vous de l'alcool sur une plaie, je peux vous garantir, c'est la même chose, ça va pas vous faire plaisir. Ça pique, c'est normal. C'est agressif pour les muqueuses, c'est agressif pour les cellules. Donc de l'alcool, on en produit tous, plus ou moins, un petit peu. Le problème, c'est que quand on consomme des grandes quantités d'aliments qu'on ne digère pas, eh ben, on va déséquilibrer la flore intestinale et cet alcool, il va avoir un impact sur notre foie, sur nos reins. Et donc le bénéfice qu'on pouvait obtenir en augmentant de manière importante le cru, voire très importante, on le perd par cette surcharge. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. Et moi, je parle vraiment de cette notion de digestion qui est quelque chose de capital pour moi dans l'alimentation vivante. L'alimentation quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit crue, qu'elle soit cuite, mais ayez une alimentation que vous pouvez digérer correctement. De la même manière, ne consommez pas tout en même temps. Si vous consommez trop de choses en même temps sur un repas, vous allez alourdir considérablement la digestion et ça va être difficile pour vous de digérer, voire impossible. Par exemple, les fruits, vaut mieux les consommer seuls en dehors d'un repas, en collation, même 1 heure avant un repas, ou alors faire un repas avec que des fruits. Là, vous avez quelque chose où vous allez pouvoir tirer des bénéfices. Quand vous mélangez tout en même temps, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment très important, cette notion de digestion. Pour moi, l'alimentation vivante, c'est bien sûr le cru, mais c'est aussi cette notion de digestion. Et il faut arriver à obtenir tout ce mélange-là avec le cuit éventuel que vous allez mettre dedans pour mélanger un peu tout ça et obtenir quelque chose qui soit favorable pour votre état général. Dernier point par rapport aux limites, avant-dernier point plutôt par rapport aux limites, c'est la notion de, on va dire, de digestibilité mais de capacité. Je veux dire capacité énergétique. Certaines personnes qui passent au cru sentent un regain d'énergie et se sentent très bien. Et ça, c'est ce que l'on devrait obtenir, normalement. Je dis bien ce que l'on devrait parce que ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes ne sont pas dans un état énergétique satisfaisant et le cru va demander un travail au niveau digestif, à proprement parler, qui est plus important que le cuit. Le cuit occasionne un travail interne beaucoup plus important, alors que le cru, ça va vraiment se focaliser sur la digestion. Pourquoi ? Tout simplement parce que le cru, quand vous mangez des fruits, des légumes, que vous mangez beaucoup de cru, vous avez des fibres. Ces fibres, elles sont plus coriaces, hein, je vous l'ai dit, la cuisson attendrit les fibres. Quand on a des fibres qui sont coriaces, forcément, notre corps doit faire un boulot important, particulièrement au niveau intestinal, pour aller extraire les vitamines, les sels minéraux, les protéines, les acides aminés, les glucides. Ça passe un peu plus facilement. Et ce boulot, il demande de l'énergie. Comme tout travail, hein, ça demande de l'énergie. Et forcément, quelqu'un qui n'est pas en état satisfaisant au niveau énergétique va pas toujours voir son état énergétique s'améliorer. Des fois, il va avoir l'impression que quand il fait un repas cru, ça pèse énormément au niveau de la digestion, il sent qu'il a un coup de barre. Cette personne a un coup de barre. Alors que quand elle mange du cuit, ça passe plus facilement. Et bien là, c'est le côté caractéristique d'un état énergétique qui n'est pas suffisant pour permettre à l'organisme de mettre suffisamment d'énergie à profit pour la digestion et de nous laisser suffisamment d'énergie pour nos activités. Parce que c'est trop important. Et là, je parle de travail énergétique. Donc c'est pas normal si on passe en cru, on a l'impression de se sentir faible en permanence. De voir une situation où, comme je vous l'ai dit, phase de détox, on se sent un peu plus faible, et puis après ça remonte, ça oui. Mais par contre, de dire maintenant moi je suis passé au cru, ça fait 2 mois que je suis passé au cru, et je me sens faible, je me sens plus faible qu'avant, j'ai le teint pâle, tout ça, c'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Quand vous faites quelque chose, comme ça, un changement alimentaire, si vous n'avez pas quand même un mieux, je ne dis pas de stagner, hein. Si vous n'avez pas de mieux mais que ça stagne, bah c'est peut-être que les changements n'ont pas été assez importants, peut-être qu'il y a d'autres paramètres comme le stress qui jouent. Mais par contre, si vous faites un changement important et que vous voyez votre situation décliner, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit que ça occasionne trop de stress, que vous vivez mal votre alimentation,
ou soit que l'alimentation, par rapport à votre état du moment, ne convient pas. Et je dis bien état du moment parce que la personne qui a du mal sur le plan énergétique, à un moment donné, dans 6 mois ou dans 1 an, ça ira. Peut-être que ça passera sans aucun problème, alors que là, ça ne passe pas. C'est pour ça que je vous dis d'écouter votre corps et d'avoir votre objectif et d'écouter votre corps pour tendre vers cet objectif. Et il n'y a que votre corps qui vous donnera les informations. Ce n'est pas un conférencier qui vous donne les informations à suivre comme ça. Non, c'est votre corps qui va vous dire là, ça passe, ça passe pas. Et ça, on expérimente. Et on apprend, si on écoute efficacement notre corps correctement, on n'a pas besoin de rentrer dans un mur à chaque fois parce qu'on a été trop loin. On s'aperçoit que ah bah ça ne fonctionne pas. Ça par contre, ça fonctionne bien. C'est vraiment cette écoute qui est primordiale. Et puis donc le dernier point, par rapport au cru, pour trouver un peu cet équilibre entre le cru cuit mélangé et éventuellement le tout cru pour ceux qui veulent aller vers le crudivorisme, c'est de voir cette notion de capacité donc digestive et puis du fait de se réchauffer, de capacité mentale à rester que sur du cru ou à avoir un peu un mélange entre le cru et le cuit. Et ça c'est quelque chose d'important parce que quelqu'un qui veut mentalement dire moi je vais faire que du cru mais qui ne se sent pas bien dans cette alimentation, ça va générer du stress. Moi le stress alimentaire j'essaye de le bannir parce que c'est quelque chose de catastrophique. On a déjà suffisamment de stress dans notre vie quotidienne pour ne pas en rajouter par l'alimentation. Donc, si vous n'êtes pas capable aujourd'hui, eh ben, essayez d'aller le plus possible vers le cru, mais peut-être en gardant un peu de cuit. Si vous avez besoin de vous réchauffer parce que l'hiver, moi j'ai besoin d'un truc un peu chaud, ben pourquoi pas un peu de cuit? Et pas que du cuit. Trouvez un juste milieu. Et ce juste milieu, le but, c'est qu'il soit le plus favorable possible pour votre corps. Toujours en tenant compte, en fait, de toutes ces notions-là. Et pour terminer, donc, cette cuisson, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir ce qu'on appelle les aliments décrudis. Alors, décrudis, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que c'est cru et on le fait légèrement cuire, comme quand on fait blanchir quelque chose ou qu'on le fait cuire quelques minutes, où l'aliment va être cuit à l'extérieur et encore croquant à l'intérieur, comme en wok. Le wok, par exemple, le wok de légumes, vous faites cuire, c'est à forte température, mais à l'intérieur, ça reste encore croquant. Ce qui fait que l'aliment, il est cru et cuit. Et c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir avoir du cru en quantité en fonction de votre capacité de tolérance et du cuit. Mais ce cuit, ne faites pas surcuire les aliments. Le but, c'est que même lorsque vous avez des aliments cuits, qu'ils vous apportent quand même une certaine vitalité. Et dans la notion d'alimentation vivante, justement pour moi, il y a un panel, c'est pas vivant, mort comme on l'entend. C'est bien sûr, quand on n'a plus les enzymes, donc que la température augmente, l'aliment est techniquement mort. Parce que il n'y a plus de vie dedans intrinsèque à l'aliment. Par contre, des vitamines, des sels minéraux, il y en a encore. Des éléments dont notre corps a besoin. Des éléments vitaux pour notre corps. Et si ces éléments vitaux ne sont pas encore dénaturés ou en faible proportion, l'aliment nous apporte encore une certaine vitalité. Nous apporte ces éléments pour fonctionner et bien sûr limite aussi la quantité de produits toxiques. C'est pour ça que l'on observe, je vais prendre un exemple, c'est Okinawa, l'exemple Okinawa, où on n'est pas crudivore à Okinawa. On mange peu, on a une alimentation qui est frugale, avec beaucoup de légumes, peu de fruits, peu de céréales, contrairement à ce qu'on croit, peu de céréales, peu de poissons, parce que ce ne sont pas des peuples de pêcheurs, mais ils ont une alimentation où ils cuisent assez peu les aliments, cuisent à vapeur ou ils cuisent type wok, c'est-à-dire qu'ils ont une alimentation qui, même lorsqu'ils consomment du cuit, reste une alimentation quand même vivante. Et on voit très bien qu'ils ont une très bonne vitalité. Avec l'alimentation traditionnelle d'Okinawa, on a une très bonne santé. Donc le but, c'est pas forcément de dire que du cuit, que du cru. Alors que du cuit, bien sûr, on met dehors, produits industriels, on essaye de mettre dehors au maximum, parce que ça c'est une cata. Mais ensuite, c'est d'essayer de vous orienter, bien sûr, vers le meilleur compromis possible. Le cru, c'est vivant. Le cuit type décrudi,
c'est pas complètement vivant à 100%, mais on reste dans un aliment qui nous apporte des éléments intéressants. Et le but pour construire une alimentation vivante, c'est d'augmenter sa quantité de cru, selon nos tolérances, selon les tolérances individuelles, et d'orienter aussi ses cuissons pour que les cuissons soient le plus favorables possible, pour permettre à votre corps finalement d'avoir le meilleur apport nutritionnel et le moins gros apport, le moins lourd au niveau d'un apport en produits toxiques. Si on réduit les toxines, qu'on augmente le côté nutritionnel, là déjà on gagne de beaux bénéfices. Si on améliore la digestion d'une manière générale, on gagne encore plus parce qu'on gagne de l'énergie. Et puis après, le point ultime, ça c'est ce qui est le plus difficile, c'est pour ça que je le mets vraiment, c'est la petite cerise sur le gâteau quand on arrive au bout, c'est cette notion de frugalité. C'est-à-dire d'avoir une alimentation qui soit faible en calories, qui soit très frugale d'une manière générale, qui vous apporte les choses essentielles sans être en surcharge et avec une alimentation finalement très peu calorique. Et ça c'est le plus difficile, c'est pour ça que je le mets vraiment à la fin, parce que ça après c'est vraiment avec l'expérience qu'on peut acquérir ce genre de choses, avec la pratique de phases allégées, de phases de diète, de jeûne, qu'on commence à pouvoir découvrir ça et finalement en apprenant à connaître beaucoup mieux son corps. Mais pour connaître son corps, ça commence déjà par commencer à le respecter en ayant une alimentation qui convient mieux. Et donc, on revient sur ce thème d'avoir une alimentation plus vivante. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous aurez trouvé des éléments intéressants dans cette conférence, des éléments qui vont vous permettre de construire une alimentation plus saine, plus intéressante pour vous. Et je réponds à vos questions tout de suite après cette vidéo. Maintenant que c'est terminé, je me mets à répondre à vos questions. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour ma deuxième conférence où nous parlerons de l'évolution de l'alimentation dans l'histoire de l'humanité et ce qui en découle en fait par rapport à notre thème, la place de l'alimentation vivante dans l'alimentation humaine. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.